L'Algérie adopte un projet de loi pour permettre la mobilisation générale à la guerre. C'est chaud. Vous savez, dans la vie, avoir la force est une chose salutaire. Peu importe sa position sociale, peu importe ses conditions, peu importe sa mentalité, peu importe le lieu où on se trouve sur le spectre de la bénignité, avoir la force est très important. Les gens disent généralement, il faut être quelqu'un de gentil, de sympathique, de calme, de doux, de généreux. Je pense que ça n'a aucune importance si on n'a pas de force. On peut vraiment apprécier la gentillesse, la sympathie, la bénignité d'une personne forte, en réalité. Parce que les faibles, apparemment, qui sont gentils et sympathiques, paraissent faibles. Une personne sans force, mais gentille et sympathique, paraît simplement comme une personne qui n'a pas de choix, en réalité, que d'être gentil et sympathique. Parce que ferait-il en retour s'il ne s'agissait pas de gentillesse? On peut vraiment apprécier le pain que si on a connu la faim. On peut vraiment apprécier le calme que si on a connu la guerre. Voilà pourquoi je pense qu'il est très important et essentiel pour chaque nation de se former et chaque homme de se préparer, d'avoir les capacités. Et j'en parle très souvent. Et a priori, chaque homme doit être à mesure de se protéger. Si pas être formé militairement, au moins avoir la capacité de défendre avec tout son être l'intégrité de sa famille et de ses proches. L'Algérie adopte une loi afin de permettre la mobilisation générale à l'armée. Le projet de loi relatif à la mobilisation générale en Algérie a été proposé par le gouvernement. Donc l'Algérie propose un projet de loi pour une mobilisation générale en cas de guerre. C'est nouveau ça, c'est inouï, c'est inédit et il faut comprendre comment, dans quelles conditions on se trouve. Une personne se pose certainement la question de comprendre c'est quoi un projet de loi. Il faudrait bien l'expliquer parce que bon, ici on ne fait pas semblant, on ne donne pas l'impression que tout le monde connaît tout. Nous sommes assez humbles pour reconnaître que voilà, nos insuffisances et tout le bazar, nous sommes humains, c'est comme ça. Et on a le temps pour s'assurer que tout le monde comprenne. C'est quoi un projet de loi? Un projet de loi est un texte rédigé par le gouvernement pour proposer une nouvelle loi ou modifier une loi existante. Il est ensuite soumis au Parlement pour discussion, amendement ou adoption. Donc c'est une loi qui est proposée par texte, généralement par le gouvernement. Et c'est une loi qui sera soumise, étudiée par le Parlement et ensuite signée par le président de la République pour qu'elle soit en effet. On se pose la question premièrement de savoir c'est quoi une mobilisation générale et pourquoi une mobilisation générale. La mobilisation générale est une décision prise par un État pour rassembler toutes ses ressources humaines, matérielles et logistiques afin de se préparer à une guerre ou une menace étrangère. Donc, clairement, une façon de se préparer, de s'entraîner, de lustrer ses capacités pour préparer un futur incertain. Alors ici, on a parlé de ressources humaines, matérielles et logistiques. On va essayer de voir un peu de quoi on parle-t-on. Nous sommes ici, les amis, en train de parler de l'Algérie qui vient de présenter un projet de loi de mobilisation générale. On va comprendre qui est l'ennemi de l'Algérie. Okay. Est-ce le Mali? Est-ce le Burkina Faso? Est-ce le Maroc? Est-ce la France? Pourquoi l'Algérie se mobilise-t-elle? Ressources humaines. Les ressources humaines sont tous les citoyens mobilisables, généralement les hommes. Parfois, les femmes, en âge de servir, peuvent être appelées à rejoindre l'armée ou à remplir des fonctions de soutien telles que la santé, la logistique et l'industrie. Vous comprenez donc, pendant des moments difficiles, le pays peut faire appel à ses enfants, c'est-à-dire les hommes, pas seulement les hommes, les femmes aussi, qui sont en capacité de le faire. Moi, je pense que c'est une chose très essentielle dans des pays tels que le Congo, comment s'appelle, la RDC, faire usage des ressources humaines. C'est un pays qui a combien? 100 millions d'humains, n'est-ce pas? Mais en train de pleurnicher contre un petit Rwanda. On nous tape. 100 millions d'humains qui font quoi? On se pose la question. Mais bon, dans les concerts, il y a 100 000 personnes en train de remuer les reins, remuer les fesses pendant que l'armée, c'est moins de 100 000 personnes. C'est incroyable. 100 millions d'humains en train de pleurnicher devant un petit, en capacité d'insulter. Je sais pas si vous avez, j'ai déjà été au Congo, moi. J'ai même étudié pendant 2 ans. J'ai étudié là-bas pendant 2 ans. À l'époque, c'était encore le Zaïre. Vous savez, généralement, comme beaucoup d'étrangers le faisaient à l'époque, des Rwandais, des Nigérians, des Tchadiens aussi sont partis étudier parce qu'à l'époque de Mobutu, les écoles étaient vraiment top notch. Mais bon, aujourd'hui, on peut pas en dire autant. Mais comme ces personnes, j'ai aussi été, comme j'ai été dans plusieurs pays, j'ai été en Ouganda, j'ai été en Afrique du Sud, j'ai été au Zimbabwe, j'ai été en Algérie, j'ai été à plusieurs endroits. Donc, on prend un tout petit peu bonne connaissance de ces pays quand je parle. La mobilisation générale est très importante. Vous savez, quelquefois, ce n'est même pas question de technique ou de capacité. Oh non, ils ont les armes, ils sont soutenus par les Américains. Mais non, mais vous avez le nombre. Mais vous avez peur. C'est la peur. Nous avons peur. Il faut dire ça. Nous avons peur. Ah, nous n'allons pas mourir. Il y a concert samedi. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas dire qu'ils sont soutenus par les... C'est malade parce que le Vietnam était soutenu par personne. Ils ont fait face aux Américains. Ils étaient tout petits comme ça. Des gens à 1m30, 1m40.
Ils ont résisté aux Américains pendant 20 ans. Ils étaient incapables de les éradiquer. Les Américains ont fui au Vietnam. Ils n'ont pas pleurniché disant « Oh, personne ne nous aide ». C'est vrai qu'ils ont reçu quelques armes venant de la Chine, ici et là, et l'URSS, mais c'était très peu, insignifiant. Mais ils étaient intelligents, ils se sont servis des serpents, des venins, des couteaux, des trous. Vous avez vu ça dans les films, n'est-ce pas? C'est une réalité. Pourquoi les Congolais sont incapables de faire ça? C'est en train de pleurnicher, nous sommes en train d'être menacés, et vraiment, l'agression. Mais les gens ont de gros ventres. Comment une société de gros ventres comme ça? Regardez, vous voulez comprendre une société, les gros ventres, quand il n'y a rien. Bref, je pense que c'est une leçon très importante. Il faut former ses enfants à la guerre avant de les former à la prière. Formez vos enfants à la guerre avant de les former à la prière. Formez vos enfants à la guerre avant de les former. Sinon, ils deviendront pleurnichards. Oh, il faut m'aider. C'est injuste. Regardez comment il a pris mon sac. Mes beignets dans mon sac. Non, il faut former vos enfants. S'il y a un monsieur qui te touche de manière inappropriée, il faut le pousser. S'il continue, tu lui casses la gueule. Et après, tu pries pour lui. Pour que Dieu le guérisse. Continuons. C'est-à-dire, l'Algérie veut des hommes, des femmes en âge de servir. Ils veulent aussi des réservistes qui seront rappelés à l'activité militaire quand c'est nécessaire. Numéro 2, on a parlé de ressources matérielles. L'État peut réquisitionner des usines, des véhicules, des stocks, de nourriture, du carburant, etc. pour le besoin de la défense. Donc quand on est en danger, l'État peut réquisitionner ces histoires. Ça fait partie du projet de loi. Numéro 3, base juridique. Elle est décrétée par le chef de l'État sous le conseil de ministres et doit généralement être validée par le Parlement. En Algérie, par exemple, c'est l'article 94 de la Constitution qui définit ce pouvoir. Alors, ce projet de loi en Algérie, restez là, nous allons comprendre pourquoi les Algériens ont choisi ça. Ils choisissent la voie la plus forte, la voie de la force. Il faut comprendre ça. C'est la psychologie de l'humain. Tout ce que vous faites dans la vie est basé sur la psychologie humaine. Une société d'hommes forts, d'hommes formés militairement, d'hommes forts mentalement, physiquement, ne peut pas être manipulé et subjugué et soumis à une oppression. Ce n'est pas possible. On ne peut soumettre une oppression que des gens qui sont incapables de se défendre, qui ne savent pas comment se battre, savent seulement prier. Que le fait de sang devrait bombarder mon ennemi. J'ai jamais vu ça, moi. Israël a une bombe atomique pendant que vous priez. Leur Dieu. C'est difficile à comprendre. Pourquoi ce projet de loi? En effet, les amis, le projet de loi en Algérie avait déjà été d'ordre du jour du Parlement en octobre dernier. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on remarque son adoption urgente ce dimanche et on s'interroge, alors qu'Alger est au cœur de multiples tensions, notamment avec Rabat et Paris. L'Algérie, le Maroc et la France ne sont pas... Donc, on se pose des questions de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Pourquoi l'Algérie aujourd'hui se décide de renforcer les choses? Alors pourquoi ces tensions? Qui serait l'ennemi numéro 1 de l'Algérie? Présentement, nous savons qu'il y a le Maroc. Maintenant, on va essayer d'examiner un peu le Maroc. Depuis près de 50 ans, l'Algérie et le Maroc s'escarpent au sujet du Sahara occidental. Vous connaissez le Sahara occidental? C'est un territoire du sud du Maroc, dont la souveraineté est revendiquée par Rabat d'un côté et les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par Alger. Un conflit armé oppose les deux camps depuis la fin d'un cessez-le-feu en novembre 2020. Après le déploiement de troupes marocaines dans une zone tampon de l'extrême sud du Sahara occidental pour en déloger les indépendantistes. Actuellement, les tensions sont en firmament, parce que l'Algérie manifestement soutient ces indépendantistes. Récemment, l'Algérie a traité le Maroc de régime sioniste, c'est-à-dire ils sont amis d'Israël. Et vous savez, l'Algérie n'est pas essentiellement, comme beaucoup d'autres pays, amis d'Israël. Et pour eux, c'est un peu de la traîtrise de soutenir Israël vu ce qui se passe entre eux et la Palestine. Les querelles algéro-marocaines s'est d'ailleurs amplifiées en juillet 2024 lorsque Emmanuel Macron a fait son petit voyage de business au Maroc. Qu'est-ce qui s'était passé? Macron, dans une lettre adressée au roi Mohamed, a apporté son soutien au plan d'autonomie marocain sur le Sahara occidental, reconnaissant la souveraineté du royaume sur le territoire. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Donc, Macron est venu en Afrique, évidemment après avoir eu une plus ou moins ok correspondance avec l'Algérie, ça commençait à aller. Soudain, arrivé au Maroc, pour arranger les choses, a dit « Je reconnais la souveraineté du Maroc sur ces territoires ». Et ça a mis l'Algérie dans une colère effrénée. En d'autres termes, la France, qui était autrefois amie de l'Algérie, s'est finalement placée vers le Maroc pour lui en définir son soutien. Je vous rappelle aussi que l'Algérie et la France, pendant ce temps, traversaient un moment particulièrement difficile avec l'arrestation de l'écrivain franco-algérien, l'arrestation des influenceurs et tout le bazar. Donc l'Algérie, comme une personne qui se prend en responsabilité, décide maintenant de se préparer à la guerre. Parce qu'il comprend qu'au sud, il a pour ennemi le Mali associé au Burkina Faso et au Niger, de l'autre côté, il y a le Maroc et ensuite il y a la France. Ont-ils raison de le faire ou pas?
Eh ben, écoutez, laissez-moi vous dire, qu'il soit à tort ou à raison, il est de la responsabilité de chaque nation de s'équiper mentalement, financièrement, militairement et moralement pour toute éventualité. Ceci est aussi alimenté par le fait que le Maroc a récemment acheté des équipements militaires pour renforcer son armée, des avions et des drones de combat, le F-16 Block 70 et 72. Le Maroc a commandé 25 avions F-16 de dernière génération pour moderniser sa flotte aérienne. Nous savons que le Maroc et l'Algérie, le Maroc et l'Algérie, ils ne sont pas amis. Le Maroc a aussi acheté le Spy-X. Ils sont devenus le premier client du drone furtif Spy-X développé par Israël avec une portée opérationnelle de 50 km. Par contre, l'Algérie a aussi acheté beaucoup d'équipements, principalement de la Russie. Ils ont consacré un budget record de 13 milliards de dollars à l'acquisition d'armements, dont une part substantielle a été allouée à l'achat d'équipements russes. Cette somme présente l'un des plus grands investissements militaires de l'histoire du pays. Alors, l'ennemi c'est qui? La France, le Maroc, le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Point d'interrogation. Ce qui est aussi important à reconnaître ici, comme je le disais précédemment, il faut se fortifier en tant que quelqu'un de bien ou de mal. Parce que le bien et le mal se définissent par rapport à la force. C'est celui qui est fort qui dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. En d'autres termes, ce n'est que le fort qui établit la loi. Donc il faut se fortifier. En Algérie, par exemple, le service militaire est obligatoire. Okay, les hommes âgés de 19 à 30 ans sont obligés d'avoir été à l'armée. Il s'agit d'un devoir national inscrit dans le code du service national. Il est destiné à assurer la défense du pays en cas de besoin. Donc chaque homme est obligé de faire l'armée. Tu ne peux pas avoir l'or, le diamant, l'uranium, l'étain et tout le bazar et avoir des hommes-femmes avec des gros ventres en train de remuer les fesses. C'est incroyable, c'est malade. C'est comme mettre un enfant devant la banque. Oui, un homme non entraîné, non préparé, qui espère que son voisin le défendra, c'est comme un enfant. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. L'âge requis pour faire l'armée, c'est de 19 à 30 ans. Et durée de service pendant 12 mois au moins. 12 mois, c'est rien. 12 mois, même, moi je pense que je dirais que l'Afrique dans son entièreté devrait former les gens militairement. Parce que la formation militaire impose la discipline quand c'est bien fait. En tout cas, quand on a des supérieurs qui sont disciplinés eux-mêmes, ça impose la droiture, ça impose le nationalisme positif, ça force l'amour du continent, l'amour de la nation. Contrairement à l'amour personnel de ses richesses. Les exemptions, évidemment, sont telles que, en raison médicale, si vous êtes en difficulté, vous avez des handicaps, tout le bazar, là, peut-être vous serez exempté. Je sais qu'au Maroc aussi, on envoie des gens militairement, impérativement, et c'est ça. Moi, je n'ai jamais rencontré un Marocain faible d'esprit. En tout cas, pour ce que j'ai vu, moi. Je n'en ai jamais vu. Ce sont des gens qui sont forts. Même quand ils sont dans le combat, ce sont des gens généralement forts. Les Algériens que j'ai rencontrés aussi sont des gens forts. Ils sont pas faibles. Ce sont pas des gens qui se courbent facilement à la pression. Ce sont des gens qui sont forts. C'est comme Israël, ok? Pendant que vous priez et ils envoient les gens à l'armée. Mais les femmes et les hommes, tout le monde. Vous voulez que les gens aient pitié de vous. Et là, je parle peu en n'importe le pays. On ne peut pas, le monde dans lequel on vit, on n'a pas pitié des gens. Ici, c'est l'homme qui mange, c'est celui qui est fort. Celui qui est fort mange. Il va t'imposer à signer et à négocier. Parce qu'il est fort. Parce que si tu étais fort, tu n'aurais pas négocié ou discuté. On ne négocie seulement qu'avec quelqu'un de fort. Écoutez, on les négocie seulement avec quelqu'un qu'on reconnaît sa force. L'ennemi de l'Algérie, c'est qui? La France, le Mali, le Maroc. God bless.